il faut partager. Bonjour les amis, vous êtes en direct sur ma chaîne de philosophie et je suis avec le professeur Farid Zahi. Nous sommes à Rabat, chez le professeur. Voilà, merci Farid de nous inviter chez toi. Tu es toujours le bienvenu. Tu vas être un bon Marocain d'ici quelques temps. Bientôt, il faut quand même que je me vende un peu. Alors on va philosopher sur l'image, mais avant je vais évidemment partager et je t'invite Farid à faire pareil. Si tu vas sur ma page Facebook, là, ouais. Vas-y, tu peux y aller. Non, non, oui, ça. Tu copies le lien, je vais te montrer. Et vous faites pareil, je sais que vous arrivez tous tranquillement là. Donc le but c'est de partager, on prend 5 minutes pour partager, vous êtes déjà 12 connectés. Donc tranquillement, on partage sur plusieurs pages, ça va être vraiment intéressant. Un débat philosophique depuis Rabat, tu tapes mon nom là, juste en haut. Et un débat philosophique sur l'empire des images. Voilà, tous ceux qui s'intéressent aux images, à la communication, à la poésie, à l'art, à tout ce qui est de l'ordre du visuel comme on le dit maintenant. Alors attends, ça va vous intéresser. Alors attendez, pendant qu'on partage, je vous invite à partager également. Tiens, donne-moi. Hop. Alors, tu peux te présenter un peu. Alors, Farid, donc critique d'art, très connu en Afrique. J'ai regardé un peu sur Internet. Vraiment, tu as fait le tour. Alors, dans l'Afrique, le monde arabe. En Afrique, vraiment, monde arabe, beaucoup, hein, même en Afrique subsaharienne. C'est normal que je sois assez connu. Je travaille sur l'image, le corps, et le cinéma et les arts plastiques depuis bientôt 20 ans. Ouais. Énormément de publications en arabe, quelques-unes en français qui n'ont jamais eu malheureusement la chance d'être publiées en France. En France. Et donc j'interviens énormément par des conférences et dans des colloques un peu partout dans le monde arabe et en Afrique. On vient de créer l'association marocaine des critiques d'art, et donc c'est une section de l'AICA internationale, sous l'impulsion et à l'initiative directe du président de l'AICA et de mes amis et de nos amis, des amis du Maroc et de l'art et la culture marocaine. Et voilà. Tu as dirigé aussi l'Institut de recherche scientifique. Je suis toujours. Tu diriges toujours. Oui, je suis toujours directeur d'un petit institut universitaire de la recherche scientifique à Rabat. C'est un institut spécialisé en sciences humaines et sociales. Avec les moyens du bord, on essaie d'être présent par nos recherches et par nos activités. Voilà, et on a une page, c'est l'URS, I-U-R-S. Je le mettrai en description de cette vidéo. Voilà, parfait. Il est compétent, il fait de la mise en scène depuis le début. Voilà, alors, Farid, on s'est déjà rencontré à Rabat puisque tu m'avais invité dans ton institut. À faire une conférence sur l'image d'ailleurs. Et puis là, on va parler de l'image et je vois que chez toi, là derrière, là exactement là, mais qui c'est celui-là, tout beau, c'est toi-même. Donc déjà, c'est un portrait. Il y a une mise en abîme déjà de toi en vidéo avec le portrait de toi. Voilà, donc on attend vos questions, on attend vos partages, on attend encore 3 minutes. Le temps que plus de monde vienne. Donc je vois ceux qui partagent. Dites-nous bonjour, comme ça on voit les gens qui sont là. Ce sera un dialogue donc à 3 voix, toi et moi, et puis tous les internautes qui seront connectés en direct. Et donc c'est nouveau pour toi, je crois que c'est la première fois que tu fais ce genre de protocole. On l'a déjà fait à l'Institut. Ah oui, mais là vraiment ça sera un dialogue. L'Institut c'était des remarques. Oui, j'avais participé à ton émission avec Elsa. Bis depuis Sydney, Thierry qui travaille dans la communication. Voilà. Salut Thierry. Et donc j'ai toujours été fasciné par ces moyens de communication à distance. Et, alors tu voulais dire... Oui, vas-y. Par surtout l'efficacité et le caractère direct, pas le direct du Facebook, les gens se mettent à danser et en fait te transposent leur état d'âme et leur humeur de l'instant, mais là on est avec vous, pour partager une réflexion à 2 voix, et c'est plus important pour quelqu'un, pour un penseur, pour un philosophe, pour quelqu'un qui est pris de réflexion. Tu voulais parler à ton public arabophone? Oui, effectivement. C'est tellement joli l'arabe, donc tu peux y aller, lâche-toi. Oui, effectivement. Et j'en ai pas mal qui me suivent et qui parlent arabe. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui
qui aiment ce que je fais, ce que j'écris, qui me soutiennent. Des gens de bon goût, on va dire. Exactement. Des gens qui partagent un peu mes positions sur la culture, sur la philosophie, sur énormément de choses, même politiques. À eux, je dis marhaba bikoum. C'est en arabe dialectal. Vas-y. هاد الجلسة ديالنا معكم كنحاولوا ما امكن ان نحولوا هاد الوسيله ديال التواصل الى وسيله فعاله اللي يمكن من خلالها نتواصلوا بجميع اللغات، لان اللغه كتكون وسيله. انا كنبغيكم لانه من خلالكم كنتوجد، من خلالكم اوجد وساستمر. Ah, super, magnifique, cette langue est magnifique. Alors on va pas trop bouger la table parce que tu as vu, ça fait trembler l'image. Je crois qu'on va commencer, j'ai partagé un peu partout, fais voir, on va rajouter un autre groupe. Alors vous aussi mes amis, c'est la dernière fois que je fais cette annonce, mais n'hésitez pas à nous dire bonjour. Vous pouvez parler arabe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écrire arabe, puisque voilà, Farid est là, donc il peut nous répondre. En anglais, en français, en arabe, il n'y a pas de problème. Voilà. Même en espagnol. L'image, Farid, l'image, c'est en fait toute ta vie intellectuelle qui est derrière ce dénominateur commun. Même si tu as fait beaucoup de choses dans l'art, tu as écrit Les Métamorphoses de l'image, un livre qui est paru quand il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, donc récent, travail récent. Tu m'as montré plusieurs ouvrages que je vais dévorer sur des artistes contemporains Ce sont des monographies d'artistes marocains décédés, et donc c'était un travail pour partager une passion avec les étudiants, avec les amateurs d'art. Ouais. Et donc cette thématique-là, est-ce qu'elle est particulièrement connectée avec la culture arabe? Est-ce que le fait de dire la pensée arabe de l'image, c'est juste une sorte de folklore, évidemment ça va pas être ça, mais je te provoque un peu, juste de genre de folklore où on pense tout de suite arabesque, interdit de représenter tout ce qui est divin, etc. Ou est-ce que vraiment il y a une philosophie arabe de l'image? Il n'y a pas de philosophie arabe de l'image, mais on peut trouver dans la tradition arabo-musulmane une pensée de l'image. Une pensée de l'image, qu'elle soit image mentale ou image visuelle. Mais ce qu'on appelle l'interdit ou la prohibition de l'image en islam est plus complexe que ça. Rares sont ceux qui ont mis la main sur les spécificités et disons aussi les ports et les insuffisances de cette interdiction. Donc quand j'ai commencé à travailler sur ça, sur le corps et sur l'image en même temps, j'ai soulevé ces questions et mes écrits ont été les unes des premières qui ont abordé cette question au-delà de l'interdit de l'image et au-delà aussi d'une suffisance à soi de la langue, d'un logocentrisme axé autour de la poésie, de la langue, de la beauté de la langue arabe, des mythes donc de l'identité arabo-musulmane. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à ça, à cette thématique, à faire de cette thématique? C'est le corps, si je me souviens bien. Oui, c'est le corps. Oui, en fait, c'est à travers le corps et c'est à travers quelques études de Khatibi que tu connais, qui est mon parrain. Oui, Abdelatif. Non, Abdelkébir Khatibi, qui a écrit des choses magnifique intéressantes. Poète, philosophe, penseur. Est-ce qu'il est bien traduit en français? Parce que j'ai vu les éditions, est-ce que c'est bien? Il écrit en français. Non, moi j'ai vu les traductions. Non, il écrit en français. Et c'est moi qui. C'est toi qui l'as traduit en arabe? C'est moi qui l'ai traduit en arabe, moi et quelques. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez, pour camper un peu le personnage magnifique qu'on a avec nous et qui est tellement bouillonnant que la table va bouger tout le temps, ça je le sais, c'est pas grave. C'est que Farid, tu es traducteur, hein, tu es vraiment un traducteur réputé en langue arabe, et ça tombe bien puisque si vous avez des ouvrages à traduire et que ça l'intéresse, parce que tu permets ce luxe de pouvoir choisir ce que tu traduis, vous avez un des meilleurs traducteurs en langue arabe. Mes amis tunisiens, philosophes tunisiens d'ailleurs, font appel à toi aussi régulièrement. Voilà. Alors, mes amis, c'est un dialogue à 3 voix. On va exposer un peu notre point de vue sur l'image. D'abord, notre thématique. Pourquoi cette thématique? Pourquoi l'empire des images? Et ensuite, on compte sur vos réactions. Je vous vois, hein, Viviane, tout ça. Je vous vois, Elsa qui nous dit bonjour. Donc, vous participez. Elsa. On les voit là, voilà.
Vous participez et puis, on va parler comme ça 5 minutes chacun, si tu veux bien, Ouais. 5-6 minutes Parfait, ouais. environ. Et ensuite, c'est un dialogue à bâton rompu pendant un peu plus d'1 heure. Ça te va? Parfait. Alors, à toi l'honneur. Eh ben, T'es parti là, je te sens. Oui, allez, oui, vas-y, en effet. à toi Oui. l'honneur. Ben, écoute, on voulait trouver une thématique. D'abord une thématique d'actualité et une thématique nouvelle et une thématique qui peut un peu pervertir notre conception de ce qu'on est en train de vivre là maintenant, la question de l'image, la question de... Et on a finalement parlé de l'Empire et puis d'autres choses et puis des images et c'est... Au-delà de Roland Barthes, voilà, au-delà de Khatibi, au-delà de Roland Barthes, vous allez voir que notre point de vue est un point de vue qui dépasse une vision qui est très amoureuse de la langue, mais qui aime l'image, mais qui a quelque part des suspicions par rapport à l'image, une incapacité de la saisir. L'image ne se saisit pas. L'image c'est elle qui nous saisit, c'est elle qui nous reflète. Et donc, cela a créé des problèmes même à Roland Barthes dans sa rhétorique de l'image et dans ce qu'il a écrit sur l'image. Mais, en relisant l'Empire des signes, et pour aller à l'encontre, mais aussi pour s'appuyer sur ce passage du langage à l'image, et ça rime, je vous ai choisi le point de vue de Roland Barthes qui, tout en aimant les signes et son empire, n'a pas été capable de se dessaisir de cet amour viscéral de l'image. Alors qu'est-ce qu'il écrit à la fin de son introduction? C'était en 1970, ça fait presque déjà 50 ans. Écoutez, c'est presque un demi-siècle. Le texte ne commente pas les images. Il parle de la civilisation nippone, japonaise. Les images n'illustrent pas le texte. Chacune a été seulement pour moi le départ d'une sorte de vacillement visuel, analogue peut-être à cette perte de sens que les zen appellent un satori. Texte et image, dans leur entrelac, veulent assurer la circulation, l'échange de ces signifiants, le corps, le visage, l'écriture, et y lire le recul des signes. C'est magnifique. Je crois que ici, Roland Barthes s'est rendu compte qu'elle était dans un entre-deux entre une langue et des signes qu'il adore et entre des images qui adviennent à son insu. Très beau, effectivement. Très beau texte. Et puis ça montre aussi le tourment du penseur qui est prisonnier de ses propres passions, ses propres désirs, sa propre sens de l'esthétique. Moi, pour commencer, je dirais, effectivement, il y a une dialectique qui s'est mise en place, qui est d'ailleurs une dialectique plus journalistique que philosophique. J'ai l'impression que c'est plus comment les médias s'emparent avec le catastrophisme propre aux médias, le déclinisme, le côté attention, ça va plus, tout le monde change, comment ils s'emparent de cette thématique des images. J'ai l'impression que c'est même pas les philosophes qui s'en emparent, c'est d'abord les journalistes, à travers des révolutions technologiques comme les smartphones, comme l'écran qui devient maintenant une plateforme omniprésente pour le travail, à travers aussi l'art contemporain qui vise beaucoup le scandale, qui vise des images qui choquent, à travers un certain journalisme aussi qui va aller chercher des images. Alors bien sûr ça existe depuis Paris Match et avant, mais maintenant les images utilisant les réseaux sociaux font du buzz, comme on le dit, c'est-à-dire font le tour du monde. On se souvient de cette image du petit enfant mort sur la plage qui a réveillé les consciences quelque part et nous a frappé en plein cœur. On se souvient de Tiananmen, on se souvient du 11 septembre qui est vraiment un attentat terroriste fondé sur une compréhension des images. Et plus récemment, on se souvient, et même c'est encore d'actualité, de la propagande terroriste qui utilise le canot des images chocs, des images violentes, insoutenables, pour endoctriner et pour faire que des jeunes esprits en formation soient totalement déformés par ce canal des images et des mots. Ce qui m'intéresse en fait dans cette pensée à valoriser des images et non pas simplement de l'image, parce que la pensée de l'image a toujours existé, mais nous n'arrivons pas encore à penser les images. La pluralité, cette abondance dans laquelle on baigne et dans laquelle on se sent parfois comme dans une nouvelle idolâtrie. Écoutez, quand vous prenez un téléphone entre vos mains,
on dirait que vous êtes en train de faire de l'adoration. Montre-le. Voilà. On est toujours comme ça. Ouais, on est dans une posture de l'adoration. On est dans l'image. On est dans une nouvelle divinité qui, en fait, n'en est pas une. Et donc, c'est pas cet aspect qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, c'est qu'on n'arrive pas, en tant que personne qui réfléchisse sur ce qui est dans la société, à comprendre d'abord la nature de l'image, le caractère ambigu, insaisissable, affectif, presque insaisissable, comme je viens de le dire, et donc qui ne nous donne pas la possibilité de la réfléchir avec les mots. Mais en fait, on ne peut réfléchir, on ne peut penser l'image qu'à travers les mots. On peut penser l'image à travers l'image, mais c'est comme si vous exprimez sur le silence, par le silence. Le bruissement de la langue, alors là, en contrebarte, encore une fois, il y a un bruissement de l'image. Et l'image bourdonne plus que ne bourdonne un mot. Pourquoi? Parce qu'elle est en nous, et c'est en nous, viscéralement, qu'elle agit. Et donc, on vit avec les images. Il y a un livre qui est paru dans les années 80 avec ce titre. Non, on vit maintenant, non pas avec l'image, mais dans l'image. Et donc, cette vie dans l'image, et avec elle et en elle, nous interpelle. Pourquoi on n'élabore pas dans des pays comme le Maroc, par exemple, comme la France, un véritable débat sur, non pas simplement sur les affres de l'image, les abus de l'image, etc., mais qu'est-ce que sont les images? Oui, c'est passionnant parce que justement le poncif actuel qui empêche un peu la pensée, c'est de dire que l'image va détruire le langage. Ouais. L'image est l'ennemi du langage, ouais. L'image, les gens ne communiquent plus avec des mots, c'est-à-dire sous-entendu, avec une complexité, un raffinement de mots, comme si on s'échangeait ça dans les années 80, je veux dire. Bon, mais avec les mots qui peuvent dire en précision, on est dans une solution, on serait, hein, c'est l'hypothèse actuelle, dans une solution de facilité. J'envoie un selfie, je dis, j'ai même pas besoin de dire où je suis, ça se voit, j'ai même pas besoin de dire mon émotion, ça se lit sur mon visage, et j'ai même pas besoin de dire je pense à toi avec tous les mots fleuris de l'amour, puisque simplement le fait d'envoyer ma photo signifie que, sans parler des émoticônes, des emojis et tout ça. Alors, à contrario de ça, moi j'ai l'impression... Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi je pense... Alors, d'abord, quelle est ta position par rapport à l'image, à ces usages de l'image? Est-ce qu'il y a un bon usage ou un mauvais usage, ou il y a autre chose? Alors, avant de moraliser la question, j'ai donc quand je dis bon usage, c'est éthique, c'est pas... moi j'ai envie de faire plutôt de la phénoménologie, c'est-à-dire de voir comment ça se passe. Déjà, la critique de l'image, elle s'est faite en tout cas en France avec Régis Debray, on est dans les années 90, 92. Je l'ai traduit. Voilà, alors, tu connais. Vie et mort de l'image, Régis Debray, qui déjà en 92 déplorait fortement l'idée qu'on est dans le zapping, ce qu'on a maintenant aujourd'hui comme critique, l'idée qu'on est... qu'il y a trop d'images, qu'on a une attention flottante, attention les enfants vont pas pouvoir se concentrer, et on est vraiment dans une sorte d'hypnose et de fascination. Il montrait que ce que j'aimais bien dans Régis Debray, c'est qu'il montrait que l'image a toujours envoûté l'homme. L'image d'abord signifiait le rapport à l'au-delà, le rapport à la mort, l'image qu'on laissait sur les pierres tombales, enfin dans les cultes funéraires. Ensuite, ça a intéressé la nature, saisir la nature, comprendre la nature. Et il annonçait en 92, peut-être que les images de demain, on est à la fin d'un cycle et ça va renaître, cette fascination pour les images avec un autre régime de consommation d'images. Et il disait, ça va être peut-être... Ça va revenir. Ouais, on a une petite coupure, ça revient. Et donc il dit, ça va peut-être être la fascination de la marchandise. Moi j'ai l'impression qu'il a loupé, parce que c'était en 92, il a loupé le côté réseau social. Il a loupé le fait qu'on n'est plus dans une modernité hyper moderne, où là son discours de fasciné par la marchandise tenait, puisqu'on a société de consommation, l'image qu'elle a, ce qu'il appelle le visuel d'ailleurs. L'image et le visuel. Le visuel, comme on dit aujourd'hui, il faut visionner une vidéo et non pas voir. Donc visionner visuel, pour lui c'est une image qui est étiquette, publicitaire, communication, et qui s'oppose avec, ici de Serge Danet, qui est un grand critique de cinéma, et Serge Danet dit il y a image quand il y a de l'autre.
hein, toujours un rapport à l'étrangeté. Alors moi, si tu veux juste mon point de vue, c'est que nous assistons à une modernité que j'appelle moi cybermodernité. Cyber pour dire que le virtuel et les réseaux s'invitent dans notre perception du monde et du réel. Le virtuel et le réel fusionnent. C'est pas un régime virtuel parallèle à un régime réel, c'est les deux qui fusionnent. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes là en vrai, nous nous voyons, mais nous sommes toujours avec vous. Vos messages défilent et nous sommes déjà dans une hybridation du virtuel et du réel. Et j'ai l'impression que l'image va être totalement différente de l'image de 1992. Aujourd'hui, l'image est un véhicule de pensée. Aujourd'hui, l'image est un véhicule d'émotion bien plus performant que les mots qui finalement traduisent. Bergson disait les mots sont des étiquettes grossières sur les choses. Eh bien, j'ai l'impression que les images, il y aura une culture nouvelle de l'image pour la nouvelle génération, beaucoup plus fine. Et j'ai l'impression que nous assistons à une véritable révolution et que l'empire des images dont on va parler et dont on parle déjà est peut-être un empire beaucoup plus proche de la démocratie que de la dictature. Je rappelle aussi que Régis Debray avait dit quelque chose de très important dans ce livre et dans d'autres livres, c'est que l'image n'est pas assassine. L'image ne tue pas. En fait, le passage de ce qu'il appelle la logosphère à la vidéosphère, c'est-à-dire le passage de l'ère de la langue et du langage à l'ère de l'image, est un passage qui est historique et donc qui est plein de promesses. Et ces promesses, parfois, nous donnent de fausses illusions ou de mauvaises illusions. C'est que l'image va tuer le langage. Mais en fait, l'image ne tue pas. Elle envahit par la force des choses. Et là on revient à Heidegger, c'est que le destin de l'image, ou les destins de l'image, sont les destins de la technologie de l'image. C'est-à-dire en fait que sans cette technologie, l'image serait restée ce qu'elle était dans le temps byzantin ou dans les temps modernes, actuels. Ça veut dire une image artistique, une image gravée, une image... mais la démocratisation de l'image a commencé par l'image et non pas par l'écrit. En utilisant justement la technique de l'écrit, c'est-à-dire la gravure. Et le rôle qu'a joué l'image, par exemple, pour libérer du christianisme et pour donner une nouvelle forme de christianisme qui est le protestantisme, c'était à travers la gravure et à travers la duplication. Et ce que fait actuellement la technologie, c'est ça. Nous avons les mêmes images en duplication interminable et infinie dans tous les ordinateurs, c'est-à-dire qu'on voit la même chose, presque la même chose, puisqu'il y a avec un tout petit décalage. Donc, l'image, elle est là. Elle se développe. Les usages de l'image, les usages sociaux, quotidiens, intimes, etc., se développent à l'insu de tout le monde. Mais en fait, le Facebook nous invite à regarder le direct, à nous connecter, etc., etc. C'est-à-dire que la logique des faiseurs d'images, c'est qu'il y ait de plus en plus d'images jusqu'à la perte de l'image. Alors, ce que dit d'un autre côté, et je termine par là, Régis Debray, c'est que, et ça, on le sent, on le vit, trop d'images, c'est un aveuglement. Vous emmagasinez dans votre ordinateur plusieurs images, disons des milliers d'images, vous n'arrivez pas à vous retrouver dedans. Ce n'est absolument pas comme un livre. Vous n'arrivez pas à vous orienter. Vous oubliez que vous avez pris cette image et vous la regardez comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait prise. Et donc la mémoire de l'image est courte. La mémoire de la langue, elle est plus longue. Pourquoi? Parce que il n'y a que les images mentales, et là, parce que la force de l'image, c'est qu'elle ne peut pas simplement être visible, mais elle peut être invisible, elle peut être intériorisée. Et donc, les effets de l'image, ce va-et-vient entre l'image vécue et l'image mentale est très important. Vue et mentale est très important. Autre chose, c'est que la langue produit des images aussi, et ça, on l'oublie. Ce sont les images poétiques, les images métaphores, etc., les métonymies, etc. Et donc, il y a de l'image partout dans la langue et en dehors de la langue. Donc, il n'y a pas antinomie entre le langage et entre le langage et l'image. Ce qui fera défaut à un certain moment, c'est que
par effet comment dire, de vitesse, par effet de communiquer sur le champ, par l'immédiateté de la communication, on va transformer bonjour par un émoticône, je t'embrasse par une émoticône, je t'aime par un cœur, etc. Ce qui n'est absolument pas la même chose. Pourquoi? Parce que l'intonation que peut produire une image peut être parfois de la même valeur qu'une intonation ou une signification, une subtilité ou une implication qu'on peut trouver dans l'image. Donc l'image est en train de se développer pour devenir un super langage. Et ça, j'en suis convaincu. De plus en plus, à chaque jour, je trouve que comment dire, les créations en image arrivent à dire parfois plus que ne peut dire le langage. Et ça d'un autre côté, le langage restera là. Il sera là parce qu'on est en train de vous parler de quelque chose de visuel par notre image à nous, avec les gesticulations, etc., mais par le médium de la langue. Et le médium de la langue ne mourra jamais. Il ne sera jamais subalterne. Il sera toujours là, quelque part, et il sera toujours là. Mais oui, d'abord, tu disais à l'insu de tout le monde, j'ai presque envie de dire à l'invu. L'invu, c'est une catégorie de Jean-Luc Marion, qui était un de mes professeurs, discutable sur certains endroits, mais en tout cas sur cet endroit, c'est vraiment, et le visible et l'invisible de Merleau-Ponty amène cette problématisation d'images qui seraient non visibles, d'images qui se feraient à l'invu de quelqu'un. On fonctionne par symbole, on fonctionne par rêve. Notre univers mental lui-même est beaucoup plus ou autant peuplé d'images que peuplé de mots, où les mots sont corrélés à des images. Je vais te raconter une anecdote assez intéressante et ensuite on va prendre quelques commentaires si tu veux bien pour réagir. Faudra les noter parce que ils sont denses, hein. J'ai vu, il y a plein de commentaires. Continuez, hein, vous nous écrivez, on va tout prendre en compte, mes amis. Donc allez-y, lâchez-vous en commentaire, discutez entre vous. C'est cette nouvelle forme d'agora vidéo qui permet de discuter entre vous tout en nous écoutant, tout en discutant avec nous pendant qu'on est en train de parler. Voilà. L'anecdote est toute simple. J'ai co-créé avec des internautes une chanson. On a mis en place des paroles. On a mis 20 heures de live, 20 heures, pour avoir une petite chanson modeste qui s'appelle Caïman, qui sort le 14 février sur ma page. Et évidemment, j'allais la mettre comme ça. La musique, tout était fait. On l'avait enregistré en studio, tout ça. Et puis, un ami très professionnel en termes de communication m'a dit « Vincent, ta musique ne sera jamais écoutée si tu ne la mets pas en image. Il faut que tu fasses un clip, c'est fondamental, même si tu mets n'importe quelle image, mais ça doit exister sur YouTube et donc ça doit exister en image. » Et on a discuté et très vite on s'est rendu compte qu'en fait, les clips d'aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui n'est consommée qu'en image, presque autant qu'en musique. Même les rappeurs, même on se contente tout simplement d'écouter. Exactement. Les rappeurs aujourd'hui et d'autres utilisent vraiment le clip et le clip a une sorte de rémanence mentale. Les images du clip sont travaillées aujourd'hui pour accompagner complètement la musique, ce qui fait qu'évidemment, il suffit d'écouter la musique pour avoir un rappel de l'image. Moi, j'ai l'impression que on a toujours joué jusqu'ici, jusqu'à maintenant, avec des images plus ou moins contrôlées qui nous empêchaient d'interpréter. Pour manier un peuple, pour gouverner la masse, les images sont importantes quand c'est des images mortes, qui sont redondantes, des images qui ne font référence qu'à elles-mêmes, qui ne sont pas dans une translation onirique, symbolique, qui ne nous ouvrent pas des fenêtres, qui n'ont pas d'autres, comme disait Serge Danet, des images qui n'ont qu'elles-mêmes comme images. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que même ces images-là, par des jeux de détournement, par des jeux de parodie, parce que les gens maintenant s'emparent de la production d'images, c'est quand même ça la grande révolution. Tout le monde a un smartphone et tout le monde produit des images de plus en plus. J'ai l'impression qu'on va sortir du régime des images mortes pour aller vers une renaissance des images. Et l'empire des images d'aujourd'hui, à mon avis, est un empire de renaissance des images vivantes qui ne sont pas simplement redondantes d'elles-mêmes ou porteurs de signaux, mais qui ne sont pas des images signaux, mais qui sont des images signes, pour le coup. Je suis tout à fait d'accord parce que tu as mis la main sur quelque chose à laquelle je réfléchissais. En fait, ce qu'a permis l'image il y a longtemps, la démocratisation du portrait et de l'invisible et de non-vu se fait actuellement. Tout le monde ne peut pas être écrivain. Tout le monde n'arrive pas à écrire. Mais tout le monde peut faire de l'image, peut faire image et peut produire, comme tu disais. Donc on est dans ce que Jacques Derrida appelait la dissémination.
l'image permet actuellement à tout un chacun de devenir l'auteur de ces images et de ne pas déléguer à quelqu'un d'autre, au Moussaouer, au photographe d'antan. Il n'a pas besoin d'aller au studio, au professionnel, pour créer sa propre image et ses propres images. Et ça, c'est très important. Cette démocratisation est à débattre. Et c'est peut-être ce que... c'est intéressant. Voilà. Je t'ai amené la couverture de Courrier International. Ouais. Et on a une photo, mais qui est vraiment une photo on a l'impression qu'on aurait tous pu la prendre avec notre smartphone. C'est sur la Corée du Sud, je vous la montre. Voilà la couverture. Et vous avez une photo, alors elle est très jolie, hein, on voit le dialogue, on voit l'enfant qui court, qui est dans le mouvement avec les cheveux au vent. On a une femme qui regarde son smartphone. Mais c'est vraiment une photo, je pense qu'on en a plein comme ça, des photos sur nos smartphones, et parfois extrêmement belles. Je suis stupéfait de voir que les amateurs qui utilisent le support de la photo produisent de plus en plus, avec des filtres, etc., une nouvelle façon de s'approprier le monde à travers le regard. Parce qu'au-delà des petites photos qu'on a sur nos smartphones, qu'on développe d'ailleurs très peu, on a une façon de voir le monde et de travailler sa propre vision du monde. On a une sorte de métavision. On voit notre vision du monde. Donne-moi ton smartphone et je te dirai comment tu vois le monde. Quelque part, ça peut être un test, quelque part. Prenons des questions si tu veux. Je sais qu'on a plein de trucs à dire, mais on va être en dialogue avec vous. Posez vos questions. J'en lis une série, on en a pour quelques... Et note tout ce qui t'intéresse et puis on répond ensuite. Alors, merci d'être nombreux déjà. On est plus de 60, hein, donc c'est une conférence, il y a 60 personnes. Ils viennent. Hein, et si vous partagez, on sera encore plus nombreux, donc n'hésitez pas à partager tout au long de ce live. Alors, Hakim qui nous dit « Tout petit, je cherchais partout l'image de ce fameux Mahomet. Ce n'est qu'après que j'ai compris pourquoi elle n'existait pas. » Voilà. Donc l'image sacrée, ça renvoie à l'idée de l'image sacrée, interdite, etc. Qui a donné l'affaire des caricatures, qui a donné beaucoup de choses. Donc c'est important. En plus, toi, tu as une légitimité intellectuelle parce que tu connais ces référents. Plutôt que mettre des spécialistes qui ne connaissent pas, on a envie de t'entendre là-dessus. Abdellah, bon dialogue entre les deux, mes encouragements, ça c'est gentil, merci. L'image est l'ennemi des relations mentales qu'on veut contrôler, dit Hakim. Samira, une image vaut 1000 mots, mais un mot vaut-il 1000 images? Samira. Liliane, pas de morale, laissez vivre votre rapport à l'image, c'est un conseil dialectique. Liliane, l'image est une invitation à nos imaginaires et à l'autre. L'image complimente souvent les mots, c'est joli comme formule. Amal, comment on va lire une image? Est-ce que l'image peut exprimer plus que ce qu'on peut dire et comment? Mes respects, merci Amal. Elle est corruptive, dit Liliane. Il n'y a qu'à voir les censures. La censure, intéressant. Qu'est-ce que c'est la censure aujourd'hui? Est-ce que c'est pas par un débordement d'images plutôt que par... C'est très important. Christophe, l'image doit être complémentaire à la parole. Elle doit être une illustration du propos. Liliane, ils sont bons, hein, il y a une communauté... Puis en plus, il y a les tiens qui arrivent, là. Donc, on est bon, là. Les usages de l'image ne sont-ils pas aussi un contrôle de la pensée? Michel, faire la nuit pour voir les lucioles, un peu de poésie. Liliane, important de faire la distinction de l'image mentale. Kira, l'image est plurielle. Samira, vous abordez l'image d'un point de vue du voyant, mais les aveugles voient les images par d'autres sens que la vision, mais la créent au même endroit que l'envoyant, que le non-voyant, j'imagine qu'elle a voulu dire, que le voyant, excuse-moi, dans son cerveau. Donc les images ne sont que des images mentales, dit-elle. Christophe, les images doivent être lues et pas seulement vues. Liliane, elle, l'image est nécessaire en virtuel pour décrire les émotions. Hakim, le langage des images doit toujours être accompagné par celui de l'écrit et de l'oral afin d'éviter les mondes isolés. Hélène, une formule super, l'Agora vidéo, merci Hélène. Jean, les images peuvent dire plus que le langage. Oui, elles peuvent dire autrement, différemment, richesse d'expression. La création, dit Liliane, de ses propres images avec les nouveaux moyens ouvre à une grande liberté d'expression, dangereux ou pas, et pour qui? Nadia, l'image n'est-elle pas la vie qui nous parle ou la conscience dans une langue universelle? Alors l'idée de langue universelle, moi, me séduit beaucoup. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas... Toi, le traducteur, ça parle. Très intéressant. Clipper sert à impressionner et subjuguer là où l'artiste ou sa chanson n'arrive pas à le faire, dit Samira. Liliane, l'esthétisme de l'image, nuance entre ses propres images et le professionnalisme. L'esthétisme appartient à qui? Voyez Instagram, dit Hélène. Abdellah, comment les aveugles
représente les images. Représente-t-il Ouais, les images? Est-ce qu'il y a un seul critère de représentation? Yacine, le traitement de l'image par le cerveau est inné, contrairement au langage qui nécessite un temps, je ne suis pas trop d'accord, un temps de traitement plus long pour permettre une quantité identique d'informations. Plus loin même, le traitement du langage lui-même par le cerveau passe par l'image. Le cerveau retient l'image des mots écrits et ne lit pas à chaque fois les lettres une par une, d'accord? Jean, émotion ressentie devant certaines images intraduisibles en mots. On lit tous vos messages, vous avez compris, hein, on lira tous vos messages, donc allez-y, hein, mes amis. L'image peut être très dangereuse, presque plus dangereuse que les mots, pour l'interrogation, dit Alma. Des mots peuvent détruire, pas une image ne peut pas détruire, j'en doute très fort, hélas. Et merci à Citane, très intéressant, le débat. Tu as des réactions sur tout le public qui est là et qui bruisse, comme tu disais, de questions. Il y a une question très problématique, mais je dirais que le prophète a été représenté, mais sans visage. Mais dans la tradition chiite, il y a eu des représentations. Et il y a toujours des documents visuels. Ce qui est paradoxal, c'est que le prophète a été représenté sans que personne au Maroc ne s'en soucie. Les images de l'Bouraq, c'est le cheval ailé, donc c'était l'ascension du prophète vers... Et personne n'a, à ma connaissance, protesté sur cette image. On l'a considérée tout simplement comme une image, bien sûr, celle qui a alimenté aussi mon enfance, parce qu'il y a une série d'images en lithographie qui ont été très connues dans les années 60, quand j'étais jeune. Et donc, l'image, jusqu'à présent, on peut les trouver d'Adam et Ève. Si on représente Adam et Ève, c'est tout simplement par métaphore visuelle et non pas, c'est-à-dire par projection, si vous voulez. Donc, c'est vrai que et puis il y a une image écrite, il y a le wasf de notre beau prophète. On connaît son faciès, sa taille. Décrit avec des mots. Oui, avec des mots. Donc il y a des images en mots et les gens, bien sûr, avec cette question d'interdit de l'image, se suffisent à cette description. Le conflit, la guerre de ces images, de ces images sacrées, cette guerre va au-delà, si vous voulez, même de l'intention de celui qui, par amour, par passion pour le prophète peut-être, a essayé de le... Moi je dis qu'il y a le représentable, il y a l'irreprésentable. Ouais. On n'a pas besoin de se représenter Dieu, ni notre prophète, puisqu'ils sont en nous, on les connaît, on les aime, etc. Et toute la littérature qu'on trouve sur Dieu en arabe, en persan et dans toutes les langues islamiques, et le langage islamique et des musulmans, suffisent à nous les faire encore plus aimer, le Coran, etc. Donc, avons-nous besoin de nous représenter quelque chose qu'on n'a jamais vu et que personne n'a vu? Donc, il y a quelque chose de suspicieux là-dedans. Donc, c'est à respecter. De là à entrer dans un débat, est-ce que les autres peuvent représenter ou ne pas représenter? Je crois que c'est une question de tolérance, mais aussi de respect de la culture des autres. Si, par exemple, la culture française interdit quelque chose, et moi je le fais, même avec toute la démocratie possible, je crois que j'enfreins une règle d'hospitalité et de compréhension et de relations mutuelles avec ce peuple. Disons par exemple qu'on ne peut pas se représenter de Gaulle. Oui, mais justement, on te dira que justement l'expression en France, normalement, s'applique à tout. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tout dire, y compris des choses anti-françaises. Oui, oui. Voilà, l'idée, c'est l'idée de tolérance, comme tu dis, qui est un travail aussi politique. Ça touche le rôle politique aussi d'image. Parce que l'interdit, juste une seconde, l'interdit de la représentation vient du fait qu'il fallait imposer aussi une religion en mettant de côté les côtés païens et la multiplicité des idoles. C'était politique aussi. Oui, je comprends. Ouais. Mais moi, je dirais tout simplement, pour ceux qui persistent, par exemple, à faire des choses qui font mal à 1 milliard de musulmans,
tout simplement pour le plaisir de se dire nous sommes libres, etc., je peux leur dire Allah ysamihkoum. Ça veut dire faites ce que vous voulez, c'est-à-dire si tu ne respectes pas les croyances sont les choses les plus profondes. Croire en une image à l'époque pré-islamique et à l'époque pré-chrétienne était quelque chose de sacré. Maintenant, si on se représente le Christ, c'est par métaphore. Je sais que le Christ noir n'est pas le Christ blanc, et le Christ noir va offenser bien sûr le Christ blanc. On dit que le Christ était noir et n'était pas blanc, etc. Que le premier homme n'était pas blanc et était, etc. Donc il y a beaucoup de débats sur l'image dans le sens de corps en arabe, parce que le mot arabe de Sura veut dire aussi Sura veut dire le corps, veut dire le visage, veut dire. C'est pour ça que on tolère les images des gens sacrés en introduisant tout simplement un visage vide. Et ça, c'était plus moderne. Donc la modernité nous vient de là, de la modernité de l'image et de l'abstraction. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que l'abstraction islamique a influencé tout le destin de l'art. Et cette influence, c'est à travers Matisse, à travers Paul Klee, etc., à travers beaucoup de gens qui ont compris que leur modernité visuelle et plastique était notre tradition à nous. Et donc nous, en fait, on était plus modernes, puisqu'on a commencé par l'abstraction. Et c'est pour ça que je dis, la question de la représentation n'est pas essentielle en elle-même. Représenter quelqu'un ou ne pas le représenter, il y a des films magnifiques sur des personnages qu'on ne voit pas. Ce qu'on appelle un regard oblique. Quand tu il y a les sirènes, on se croirait à New York. Ben ça c'est dimanche et le dimanche il y a toujours des catastrophes. Et donc je crois que si la question de la représentation est une question essentielle dans la civilisation occidentale, elle ne l'est pas dans la civilisation arabo-musulmane. Elle est bien sûr un peu plus encore depuis longtemps dans les civilisations entre guillemets africaines. Et donc on est dans un conflit des images qui nous dépassent et qui effectivement relèvent, je dirais, des différences culturelles. C'est pour ça que moi je n'en veux pas. Je ne peux pas tuer celui qui représente le prophète. Je lui dirais tout simplement que moi ça me fait mal. Ça fait mal à mon peuple, à ma communauté, et que on aurait pu aborder autre chose, représenter autre chose, et que c'est pas très essentiel. Alors, c'est très intéressant cette parole qu'on a entendue dans une sorte d'hystérisation à l'époque, alors que là on est là pour philosopher avec vous, pour discuter, pour s'interroger. C'est pour ça que je parle de ça, alors que c'est très dangereux d'en parler. Oui. Mais c'est bien, c'est le courage philosophique. Il y a eu des scandales quand même liés aux images dans l'Occident. Je pense au jugement dernier de Michel-Ange, cette fresque 19 mètres sur 13 mètres, énorme, sur l'autel de la chapelle Sixtine au Vatican. C'est 6 ans de travail. Et qu'est-ce qui a choqué à l'époque, c'est que les personnages étaient représentés nus. 400 personnages, allez voir le jugement dernier. C'est d'ailleurs une des premières scènes d'effervescence. Le jugement dernier était toujours représenté dans le calme et la tranquillité. Là, ça bouillonne de partout. Et ils étaient nus, à tel point que le pape a voulu rajouter des voiles. D'abord, il voulait détruire l'œuvre. Déjà, c'était scandaleux, il voulait détruire l'œuvre. Et en fait, il a fait mettre des voiles. Il y a une tradition de petits voiles qu'on mettait sur les personnages parce que cette nudité était proprement scandaleuse en 1541. L'Olympia de Manet, ce fameux tableau où en fait c'est une prostituée. Olympia à l'époque veut dire cocotte, et cocotte c'est la courtisane sous le Second Empire. L'Olympia de Manet, c'était absolument dingue. Alors lui a voulu provoquer, il a voulu choquer. Il a représenté donc une prostituée de luxe et il s'est dit youpi, je vais choquer. En fait, ce qui a choqué les gens à l'époque, mais vraiment un tollé pas possible, c'était qu'elle n'était pas assez jolie. C'était pas du tout qu'elle était prostituée, mais franchement, il aurait pu la faire plus belle. Et récemment, je voulais tout simplement dire, à contrario, si par exemple un musulman ose faire un film sur comment le Coran et la pensée musulmane pensaient Jésus. On aurait
les mêmes réactions. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que Jésus, on le critique en France. Oui, c'est vrai qu'il y a une critique. Mais en Amérique, il y a la majorité bien sûr, chrétienne. Non, ça concerne les sensibilités civilisationnelles. Voilà. Je pense maintenant à tout ce qui est dans l'image choquante, l'image qui est là par réfraction et dans le domaine de l'art. On a dans le contemporain des images chocs. Je t'en cite deux par exemple. Une en 2006, Daniel Edwards, une sculpture de la pop star Britney Spears en train d'accoucher sur une peau d'ours à genoux. Hyper choquant et pourtant ça interroge. En 2007, Jonathan Yeo, le portrait de George Bush qui est fait avec des collages de papier journaux pornographiques. Voilà. Donc on a affaire à cette magie de l'image. Pour moi, la magie de l'image, c'est la capacité à pouvoir nous brusquer, nous violenter, nous émouvoir, nous asservir. C'est une puissance d'aliénation extrêmement forte alors que ça n'agit pas en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'efficace, je dirais, à part un efficace magique qu'on pourrait supposer, c'est quelque chose de mort en termes d'énergie matérielle, c'est quelque chose qui n'existe pas et pourtant qui est vivant. C'est ce côté inerte qui prend vie. Et en ce sens-là, cette puissance de l'image, je pense qu'on réinvente aujourd'hui une nouvelle magie de l'image parce que, à l'inverse des siècles passés où l'image était morte, immobile, et puis elle pouvait se scandaliser ou pas, on se positionnait par rapport à elle, on a aujourd'hui non seulement une image qui bouge avec la vidéo, mais une image qui bouge et qui se diffuse. La grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui on suit le destin d'une image, non pas dans son exposition dans un musée, mais dans sa diffusion virale. L'image devient diffuse et l'efficace de l'image, l'efficace presque magique de l'image, aujourd'hui existe de par sa diffusion qui va frapper des gens et émouvoir des gens, émouvoir des consciences. Et donc on a affaire à une image qui devient obligatoirement vivante par cette viralité-là. Je pense qu'on ne peut pas penser aujourd'hui l'image sans penser le destin viral de l'image. En effet, je crois qu'on devrait aussi parler d'une chose très importante. C'est comme la langue. La langue existe dans les dictionnaires, elle existe dans les livres. La langue ne fait pas mal. C'est l'usage de la langue qui fait mal. La langue ne fait pas du bien d'elle-même. Les mots ne font pas du bien d'eux-mêmes, mais c'est notre usage des mots. C'est le ton. C'est le ton, le timbre parfois. Ou la diffamation, ou la exactement. famille, Et donc les images en soi ne sont pas un mal. C'est notre usage qui peut avoir des effets sur les autres. Et donc, je te lis juste, c'est complètement. Tu reprends la parole tout de suite. Je veux juste garder l'interaction. Amira, est-ce que l'image peut être un exemple de la culture spécifique d'une société? Caïs, qui dit par analogie imaginaire, supposons que la voix du prophète aurait pu être... supposons que la voix entre guillemets, du prophète aurait pu être transmise par un quelconque moyen. La question se poserait-elle de la même manière? Interdit de la voix, de l'audio. Chacun a une perception différente de l'image. Liliane, c'est l'interdit de cette représentation, mais non du contenu. Yasmine, mes amis, d'accord. Hakim, l'image dans le monde sunnite rend terrestres les divinités et c'est devant ce piédestal qui risque d'être perdu que les sunnites luttent. Tu peux voilà. Une image qui n'existe pas, c'est aussi une imagination qui fulmine dans le délire. Nawal, ceci n'est pas une pipe. René Magritte, l'image ne peut être évoquée sans la notion d'interprétation, donc la notion de vérité et celle de fantasme. L'image se diffuse et devient incontrôlable, dit Liliane. Je crois qu'on parle de l'image à plusieurs voix, et ça c'est très important. Il y a moins de questions là que d'affirmations, de points de vue, et c'est ce que suscite en fait l'image en nous. On la vit, elle est en nous et de façon viscérale, au point que les questions qui se posent deviennent parfois des convictions. C'est-à-dire l'interprétation qu'on se fait de comment nous on vit dans l'image et l'image vit en nous. Et donc chacun a son petit récit. Je crois que moi, si je veux parler de comment je vois les images, je vais commencer depuis que j'étais petit, les premières images, etc. Et je vais arriver même jusqu'à ce moment-là où je découvre que je peux vous parler, non pas simplement par les mots, mais je vous parle comme si et c'est très important de le souligner, comme si on était ensemble dans le même lieu. Donc ce rapprochement
que font ces technologies de l'image, et non pas simplement l'image. Ce sont les technologies qui amènent, voilà, audiovisuelles, les technologies de l'image qui nous amènent qui nous donnent la possibilité de nous sentir comme si on était. Et donc on est dans la métaphore de l'image, dans une rhétorique, pour revenir à Barthes, de l'image. Est-ce que l'image peut avoir une grammaire? Bien sûr, on peut avoir une grammaire de l'image, comme si elle était un langage. Mais c'est un langage qui n'en est pas un. Pourquoi? Parce que c'est un contenant qui a besoin d'un contenu qui est moi, qui est le monde, mais qui transforme ce contenu en configuration visuelle. C'est-à-dire qu'il malaxe tout pour donner quelque chose de nouveau qui est les images ou l'image qu'on voit. Pour la censure, je vais vous parler de quelque chose pour ceux qui s'intéressent au devenir politique du Maroc. Quand les islamistes sont arrivés au Maroc, ils ont avant d'arriver au pouvoir au Maroc, ils ont usé de l'Internet d'une façon plus efficace et plus soutenue que n'importe qui d'entre nous. Et donc, après, au pouvoir, ils sont confrontés à des revues, à des couvertures de revues qu'ils refusaient, à des thématiques. C'est quelle époque, ça? C'était en 2011-2012, et ils ont censuré beaucoup de magazines, tout simplement pour les images des couvertures. Ça, c'était pour moi symptomatique, pour reprendre le mot d'Elsa. Ça, c'était pour moi symptomatique d'une schizophrénie et d'un double rapport avec l'image. Écoutez, il y a énormément de canaux de télévision islamistes. Il y a énormément de sites islamistes. Et bien, regardez comment ils travaillent l'image, comment ils travaillent le langage de l'image, le langage de la communication imagée ou à travers l'image. Nous, on n'en est pas encore là. On est en train on est des primitifs par rapport à eux. Pourquoi? Parce que notre intentionnalité, ce que nous voulons véhiculer, a besoin de plus de maîtrise, alors qu'ils ont leur langage visuel, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 10. Nous, c'est jusqu'à l'infini. Et donc, on perd beaucoup plus du temps à la maîtrise de l'image. J'apprendrai énormément de mon ami comment faire un direct, même si je ne le ferai pas. Il faudrait qu'à chaque fois qu'il vienne ici ou que je sois pour le faire, j'ai une certaine pudeur par rapport à l'image. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'image, mais je me prends rarement en photo et je diffuse rarement des photos, tout simplement parce que ce rapport, ce rapport parcimonieux à l'image me permet de valoriser la rareté des images et de faire travailler ma mémoire pour que ma mémoire devienne contenante. L'aveuglement. Il est en train de répondre à vos questions. Ouais, il a tout noté, et donc il répond aux questions que j'ai lues précédemment. Voilà, il faut suivre. Ceux qui ont parlé de l'illustration. De l'illustration, de l'aveuglement. Je reviendrai à la question de l'illustration, même si on a commencé par la question de l'illustration d'ailleurs. L'aveuglement. Les aveugles ont un certain handicap, c'est-à-dire dans l'organe de vision. Et philosophiquement parlant, ils n'ont pas de vision, mais ils ont une vision intérieure. Et donc, ce sont des gens qui d'abord, ça dépend si j'ai été aveugle à l'âge de 4 ans ou à l'âge de 5 ans, etc., un aveugle de naissance, etc. Je crois que ce sont des gens qui interprètent les couleurs, les sons, etc., et les transforment dans leur imaginaire, je dirais, imagerie, pas image, leur imagerie imaginaire, et donc ils ont un rapport plus précieux et plus méticuleux avec les images. Tu peux lui dire ce visage est comme ça, mais il suffit tout simplement qu'il passe les mains sur ton visage pour qu'il se l'approprie comme image intérieure. Bien sûr. Et donc, pour lire d'Alembert. Exactement. Voilà. Je ne connais pas la thématique de façon très profonde, mais je vous dirais tout simplement que il y a des gens qui ont choisi délibérément d'être des aveugles en intériorisant
en intériorisant les images du monde et en se transformant de gens à vision en gens de visionnaires. Ben, les mystiques, mon ami. Les mystiques. Ben oui, les mystiques, en fait, les mystiques transforment la beauté du monde en une beauté intérieure. Le visible. Ben oui, bien sûr. Oui, d'accord. Bien sûr. Et donc, d'ailleurs, écoutez, nous sommes les véritables aveugles, tout simplement parce qu'on fait un usage, je dirais, abusif parfois avec notre façon de prendre des images. On ne prend pas des images. Il faut prendre les images comme on prend un corps, comme on prend un repas. Mais quand tu prends trop d'images, tu es pris par ces images. Et donc, tu es aveugle métaphoriquement, puisque tu n'es pas capable de maîtriser ni de savoir de quelle image il s'agit. Intéressant. J'ai envie de parler un peu d'art, parce que tu fréquentes les artistes, chez toi, il y a des toiles et tu es dans les galeries et tout ça. Au niveau de l'art, qu'est-ce qu'on peut dire de l'empire des images? Est-ce qu'on a toujours eu une résistance artistique par rapport aux images mortes, par rapport aux images qui étaient là pour conditionner? Les images ont une force de conditionnement extraordinaire, parce que ça touche au symbolique, ça touche à l'infralangage. Et être conditionné par les images, on peut même revoir Orange Mécanique, qui cherche justement à déconditionner en conditionnant, à travers des images avec ses yeux écarquillés dans l'appareil. C'est une image forte. Je crois d'ailleurs que l'image puissante de Orange Mécanique de Kubrick, c'est ses yeux écarquillés avec des appareils. Et c'est ça l'image. C'est pas ce qu'il regarde. C'est d'être obligé de regarder pour se laisser conditionner par des images qui sont censées te dégoûter de la violence. Mais j'ai l'impression que au niveau artistique, il y a deux courants qui se dessinent. Il y a le courant un peu old school, années 90, qui continue encore aujourd'hui en 2018, qui est un courant qui vise à montrer, dénoncer la nocivité intrinsèque des images. C'est un courant très fort, et c'est vrai qu'avec la désinformation, avec les fake news, avec les montages d'images, et il y en a toujours et de plus en plus sophistiqués, maintenant n'importe qui est capable de faire du complotisme en collant des images, etc., et en faisant des fake pictures. Et donc il y a toujours cette idée dans l'art contemporain d'une dénonciation, d'un retour au corps. L'image est perçue comme n'étant plus le corps. C'est finalement, je dirais, une critique platonicienne de l'image. L'image comme un fantôme de l'idée, de l'essence de l'idée, et l'art étant un fantôme du fantôme. L'art n'est qu'une copie de la copie de l'idée. Voilà, j'ai l'idée de table, qui est la pureté pour Platon. L'artisan fabrique une table, c'est déjà loin de la vérité. C'est la techné. Et puis l'artiste va prendre la table de l'artisan et la reproduire. Et alors là, pour Platon, il bannit ça. Donc on reste dans une sorte de lecture platonicienne avec cette idée un peu idéaliste, même si pour Platon, je pense que c'est un réalisme chez Platon, mais l'idée idéaliste qui consiste à dire que l'image est une déréalisation. Tu me parlais d'un livre qui s'appelait comme ça, une déréalisation du monde, et qu'il fallait la combattre. Et l'artiste est là pour justement ne pas se fier aux images tout en les manipulant. Mais il y a un autre courant qui se dessine, un courant que je qualifierais de cybermoderne, qui consiste à utiliser l'image comme étant porteuse d'une lecture infinie d'elle-même. C'est-à-dire que l'image, on ne peut pas l'épuiser. Au fond, c'est ce que disait Husserl dans la phénoménologie, quand il disait qu'on pourra toujours peindre une pomme, qu'il y aura une infinité de facettes, et que ça, c'est toujours corrélé à l'imaginaire et à tout ce qu'on peut déposer sur l'image. Il y a des commentaires comme ça qui disent que ça dépend de la culture et de ce qu'on dépose sur l'image. L'image comme un aimant qui va aspirer nos propres représentations. L'image comme une éponge qui va nous solliciter, nous faire sortir du corps et nous impliquer en elle, nous joindre en elle. Au fond, ce qu'on aura, j'ai l'impression, c'est des images qui, par leur viralité et leur puissance poétique, vont fédérer des communautés. Des images communautés. On se mettra autour des images comme on pouvait se mettre autour des totems, comme on pouvait se mettre autour des idoles. Et j'ai l'impression qu'on va se mettre autour des images, mais pas du tout pour être soumis à la puissance nocive de l'image, au contraire pour la discuter. Et ce qu'on voit dans les forums sur Internet, c'est des images chocs et des commentaires, des discussions, des agoras qui se mettent en place et qui cherchent à s'approprier le sens infini de l'image. Tu sais bien que j'ai développé ce jeu, le jeu du Phénix, qui est un jeu aléatoire fondé sur des images très hypnotisantes. Et ces images, ce que la pratique du jeu m'a montré, c'est qu'on n'en finit pas de les interpréter, et c'est leur puissance. Et donc je pense qu'il y a des images qu'on peut qualifier de fécondes, en ce sens
qu'elle sollicite une interprétation infinie d'elle-même. Et je pense que la révolution qui se dessine dans l'art contemporain, c'est des artistes qui s'emparent de cette fécondité et qui essayent de mettre sur la place jadis donnée à l'image toxique, l'image manipulatrice, une autre place, une image féconde, une image qui ensemence, une image qui fédère une communauté, qui devient philosophe en voulant la comprendre à l'infini, l'interpréter à l'infini. Oui, tu as parlé, tu as parlé justement de quelque chose de très important pour moi, c'est la question de la puissance de l'image. Je crois que ça, c'est une idée déjà préconçue depuis longtemps, et c'est parce que l'image était puissante qu'on l'a interdite. Et d'ailleurs, depuis les Byzantins, on parle de la puissance de l'image à représenter et à diffuser un sentiment et une présence. Mais l'image est aussi fragile, il y a la fragilité de l'image. Ça, on le sait maintenant. C'est-à-dire, quelqu'un prend ton image, y incorpore une autre image, et voilà, on est dans autre chose, etc. La même technique se faisait dans le langage. Par exemple, tu dis, je suis à l'époque du communisme, je ne suis pas communiste, alors ils enlèvent, je suis communiste, pas, et tu es. Et donc la question du montage est très importante. Je crois que. On pourrait former à ça, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a une lacune éducative à ce niveau-là. Exactement. La question du montage, elle est aussi dans la musique, le mix, etc., etc. Donc la question. Forme. Je crois que pour répondre, pour corroborer ce que tu dis, c'est que c'est la vidéo artistique qui a donné une nouvelle impulsion au cinéma et qui a vraiment révolutionné le cinéma. Et c'est le montage et l'usage des matériaux depuis Marcel Duchamp qui a révolutionné l'art moderne, et donc qui était une véritable ouverture vers un art contemporain diffus, bien sûr, incompris, etc. Et l'aventure de l'art contemporain, c'est d'avoir compris une chose, c'est qu'il fallait reprendre ce que la modernité a mis en coupure. C'est-à-dire, il reprend les vieilles images inconscientes, je dirais grotesques, je dirais même violentes, etc., etc. Quand tu vois par exemple des performances violentes, sanguinaires, etc., tu te dis, mais ça ressemble à ce qu'on peut lire dans les reportages et les écrits des anthropologues à propos des primitifs, etc., enfin, ce qu'on appelle les primitifs. Donc, ce retour est aussi une réappropriation des images dont on n'ose plus parler, d'un certain passé qui se présentifie à travers l'art contemporain. Et d'ailleurs, les artistes au Maroc, par exemple, les jeunes artistes contemporains, ils vont dans les souks, dans les marchés publics, etc., dans la vie quotidienne, ils prennent des fragments par-ci, par-là, ils font un montage, que ce soit dans leurs performances, dans leurs installations. Et je crois que la question du montage, on la voit, a été très valorisée et bien comprise par Picasso. C'est Picasso qui a compris que le monde n'est monde que si on le découpe et on le reconstitue et qu'on lui donne plusieurs facettes comme si c'était un 3D qui n'en est pas un. Et donc, la puissance de l'image, comme je dis actuellement, se fragilise de plus en plus. C'est-à-dire, tant que les jeunes, et de plus en plus de jeunes, s'adonnent à ces jeux de l'image, etc., à une certaine croyance en l'image. Il y a de plus en plus de croyance en l'image que ça ne l'était. Qu'est-ce que tu appelles la croyance en l'image? C'est-à-dire, quand tu vois une image, tu y crois. Ouais. Tout simplement, tu crois que c'est la vérité. Ouais. Oui, c'est-à-dire tu crois en l'image quand tu envoies un sticker ou tu vois, c'est-à-dire ou un émoticône ou une image de toi, tu crois en cette image comme moyen de communication ultime et suprême, plus que le langage. Et donc la croyance en l'image, c'est aussi la croyance en l'effet qu'elle produit en toi et l'effet qu'elle peut produire en l'autre.
Pourtant, dans l'émoticône, il y en a beaucoup qui se plaignent d'une façon de communiquer stéréotypée et standardisée. C'est-à-dire que quand on envoie un cœur pour dire je t'aime, c'est très mal perçu aujourd'hui parce que tu ne customises pas le message et tu t'adresses à quelque chose qui est trop universel. Ce qu'on aime dans le langage, c'est le côté entonnoir du langage. Je m'adresse à toi, donc je fais attention à mon vocabulaire. Je sais que tu bouillonnes, mais vas-y. je fais attention à mon vocabulaire. Il y a toute une mythologie commune qu'on a pu tisser, toi et moi, des souvenirs, des allusions, des choses imperceptibles que nous deux seuls pouvons décrypter, alors qu'une image peut se décrypter par beaucoup de monde. En général, un émoticône se décrypte par tout le monde. Et je t'envoie cet implicite qui crée la connivence, qui crée la complicité entre toi et moi. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un immense dégoût de ces images standardisées qu'on nous donne. Mais d'autant plus... Il faut en parler, vas-y. Mais alors, j'y vais. C'est très important. Alors, la standardisation de l'image va largement dépasser les émoticônes. Aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle, tous les travaux, la moitié des travaux sont concentrés sur la reconnaissance d'images. Alors il y a des retombées médicales, on va détecter dans les radios les tumeurs que l'œil humain n'est pas capable de détecter, etc. Mais il y a aussi la reconnaissance des faciès, extrêmement important. Et dans tous les films un peu de prospective futuriste, on voit vraiment que les gens marchent dans la ville et des caméras de surveillance qui sont là, qui sont déjà présentes et qui se multiplient tous les jours, des caméras de surveillance arrivent à identifier par l'image que l'on a de soi. Et d'ailleurs, un film comme V comme Vendetta, je ne sais pas si tu as vu ce film, une des façons de résister au système totalitaire, c'est un film futuriste où la Grande-Bretagne est devenue un régime totalitaire, eh bien c'est de porter un masque. C'est-à-dire que le héros, V, va porter un masque unique et va donner des masques à tout le monde pour que le peuple entier puisse porter des masques et donc se permettre tout dans une sorte de carnaval qui va renverser le pouvoir sans pouvoir être identifié par le pouvoir qui lui scrute les visages. Donc j'ai l'impression que de plus en plus on va être asservi par notre propre visage. Et les selfies sont déjà peut-être le début d'une sorte d'asservissement consentant où notre visage suffit à dire. Et alors la question, moi je reste optimiste, j'ai l'impression qu'il y aura des formes de détournement, des Picasso du 21e siècle qui vont commencer par aborder quelque chose que l'Occident a totalement oublié, c'est la puissance du masque, la puissance du travestissement, la puissance de la composition. Déjà dans les selfies, il y a de la mise en scène, de la composition. Déjà les youtubeurs, YouTube c'est des milliards et des milliards de vidéos, c'est un succès absolument incroyable. C'est toute une génération qui accède au débat et à la façon d'appréhender le monde à travers l'image, y compris dans la philosophie. Eh bien j'ai l'impression que de plus en plus, des détournements, une réappropriation du faire image va se faire dans cette jeunesse-là. Et je pense que la philosophie doit l'aider plutôt que de s'abriter derrière une vieille conception platonicienne de l'image. J'ai lu quelque part une pensée fractale de Après, on prend une pensée fractale de l'image. En effet, il faudrait qu'on parle de deux choses très importantes parce que la question de l'image est une question pas simplement épineuse, problématique aussi. Elle est très vaste. On peut parler de l'image d'un tel ou de l'image dans un domaine, la publicité par exemple. Mais on doit parler tout simplement de deux choses dont on n'a pas encore bien parlé. C'est la question de la communication par l'image ou à travers l'image. La communication par l'image, ça veut dire que je me suffis par l'image à dire l'essentiel. Comme le selfie, j'envoie le selfie, etc. Mais la communication à travers l'image, c'est-à-dire que je suis devant un écran et que je dialogue ou je parle en direct, etc., etc. Et donc, ce qui a été développé, c'est comment on appelle ça pour un médicament, c'est les effets secondaires, c'est ça, les effets. Oui. Il y a trop d'effets secondaires dans l'image. Et donc, quand tu prends l'image et tu y crois, tu crois en l'image, ça veut dire que tu es obligé d'accepter, tant que tu peux, ces effets secondaires. Et les effets secondaires, ils pullulent parce que ce n'est pas toi qui les imposes, ce sont les systèmes, les régimes, d'abord les systèmes producteurs d'images et les régimes de l'image qui s'installent à travers l'interaction entre l'usage que nous, tout le monde, nous faisons de ces images et de ces technologies de l'image et ceux qui nous orientent. Donc, on arrive à quoi? À la question du contrôle. Dans
dans notre rapport à l'autre à travers les moyens de communication contemporains, modernes, que ce soit les réseaux sociaux ou autres, nous sommes vus. D'abord, nous sommes vulnérables. Toute personne, tout hacker peut accéder à toutes les informations, à toutes tes images, etc., etc. Et donc la liberté, la liberté que tu prends dans le moment de communication ou dans ton rapport avec le monde et avec les autres est fragilisée par ce constat. Tu n'es pas à l'abri d'un contrôle. Et ce contrôle, moi je l'ai vécu dernièrement à Séoul. À Séoul, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas fumer dans un lieu public. Il y a énormément de lieux publics où il est écrit interdit de, etc. Tu es vu, tu es su, tu es poursuivi, et c'est pour ça que tous les gens marchent comme s'ils ont un Dieu qui lui servait, et des anges qui les surveillent. Et donc la surveillance, alors on revient à Foucault, la surveillance par l'image n'est pas une punition, là il n'est pas une punition, mais produit une sécurité, mais en même temps produit quelque chose de nouveaux mythes. On est en train de vivre nus comme Adam et Ève devant notre Dieu. Et je crois que c'est pour ça qu'on rechemine vers ce qui a été déjà. Et donc cette modernité un peu, à plusieurs vitesses, nous propulse dans notre primitivité et dans nos mythes fondateurs. Passionnant. Alors, je vous propose, mes amis, comme c'est la fin de notre live, vous posez des questions et on va répondre en une phrase. Oui. Donc c'est un exercice, on va faire ça pendant 10 minutes. Tu veux jouer à ça? Alors c'est une phrase. Tu es le metteur en scène. Voilà, le metteur en scène. On finit par une explosion, un bouquet d'artifices de questions et on répond en une ou deux phrases, mais pas plus, une ou deux phrases. Donc allez-y, toutes les questions qui vous semblent importantes, qui vous titillent, faites le pas de commenter, faites le pas de mettre votre commentaire, votre question et on va y répondre, toi et moi. En attendant que vous postiez vos questions là, je vais lire ce qu'on n'a pas encore lu. Saïd qui dit « Une herméneutique de l'image nous invite à réfléchir ce moi, MOI, de l'image avec cet autre qui se dédouble infiniment. » Oui, Saïd. Un être de langage, nous cite Dolto, donc Hélène nous cite Dolto. Samira, l'image répond-elle à l'injonction du gain de temps de notre époque, car elle arrive plus vite à la compréhension dans notre cerveau que la réflexion des mots. Tu peux dire un petit mot, deux, trois phrases là-dessus? La réponse est là-dedans. Oui, elle va plus vite. Ça va plus vite. Ça va plus vite. J'ai parlé de plusieurs vitesses en même temps. Voilà. Et ça va plus vite. Il y a moins de quiproquos aussi, peut-être, non? Si, il y a plus de quiproquos. Plus de quiproquos. Ça augmente. Oui. Parce que le langage, avec le langage, tu peux éviter avec le ton et avec comment tu agences le montage de la phrase, alors qu'avec l'image, tu n'as que le point de vue, le cadrage et le contenu. Amine qui dit que c'est un débat intéressant. Jean-Marc, quel est pour vous l'impact de l'image dans les jeux vidéo, en particulier chez les jeunes? Voilà, tu ouvres un pan. En deux mots, ce qui me gêne dans les jeux vidéo, c'est pas tellement l'impact de l'image que les scénarios, qui sont des scénarios de films, qui sont extrêmement militaristes, militaires, guerriers, fondés sur... La baleine bleue, par exemple, ça c'est affreux. Vas-y, explique. La baleine bleue, c'est un jeu que il t'amène à te suicider. Ah oui? Bah oui. Ah d'accord. Bon, ne pas mettre entre toutes les mains, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de jeux de guerre et c'est vrai que... Mais je pense qu'il faut aussi que les philosophes investissent le jeu vidéo. Je crois vraiment qu'il faut qu'il y ait de la réflexion nouvelle aussi à cet endroit-là parce que c'est très important chez les jeunes. Ce qu'il y a de bon dans les jeux vidéo, c'est que, à part les scénarios, c'est la fabrication. Ça donne à réfléchir et c'est très poussé et très intelligent. Il y a une intelligence magnifique là-dedans. Bien sûr. Je crois que... Et même un art parfois. Un art, oui. Vous posez vos questions, n'oubliez pas, on va répondre. On va finir par un bouquet de questions avec une phrase de réponse pour nous deux. Mais en attendant, Michel qui nous dit... oh là, vous postez plein de questions là, j'ai perdu Michel. La série Person of Interest, oui. Quelle est pour vous là? Je l'ai lu. Michel, l'image peut inspirer, dire, choquer, philosopher. Je pense qu'il faut s'en servir comme d'un outil qui communique autant, bien qu'autrement
qu'une grande phrase. Utilisons l'évolution. Je suis désolé, l'image, même s'il est intelligent et notre usage peut être intelligent, ne peut pas philosopher. Il n'y a pas assez d'abstraction pour qu'elle puisse philosopher. Mais on peut utiliser l'image. Des mots. Voilà, on peut utiliser un montage d'images qui peut nous donner une vision philosophique, mais il faut l'apport du langage. Moi, dans ma modeste contribution artistique, j'ai fait un court-métrage que vous trouverez sur YouTube qui s'appelle Sage comme une image. Ça se passe en Russie et c'est vraiment une tentative de philosopher l'image en produisant des images. Oui. Ça c'est le montage. Voilà, c'est le montage et puis les mots, voilà, parce qu'il y a des mots. Alors, on a Fernanda. L'image est un passeur de mots, d'émotions et de communication. Merci pour cette conférence inspirante. Merci Fernanda. Anan. Quelle place tiendrait l'image dans notre mémoire future? En une phrase. Alors, on répond une phrase maintenant. Posez plein de questions. On va noyez-nous sur les questions. Alors, notre mémoire sera transfigurée par la façon avec laquelle l'image s'appropria le monde. Voilà. Ouais. Hanan. Moi, je dirais que le plus dur, comme disait Nietzsche, ça va être d'oublier. Ça va être d'effacer, les images vont nous coller au cloud, tu sais, sur l'image. Et on aura toujours, avant on pleurait parce qu'on n'avait pas de photos quand on était jeune, il y en a plein, c'est mon cas, j'ai pas beaucoup de photos quand j'étais. Maintenant on aura trop de photos, même nouveau-né on aura déjà notre Facebook. Et donc ça va être très dur de s'effacer de la machine à images. Samira, l'image invite au mouvement, émotion, alors que les mots invitent à l'immobilité, réflexion. C'est un rapport à l'énergie du corps qui se joue. Est-ce que l'image puise sa puissance face aux mots? Moi j'ai l'impression, Samira, et tu réponds après Farid, j'ai l'impression que c'est plutôt l'oralité et l'écrit. Et l'image peut être écrite comme elle peut être orale en ce sens-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire parler directement au corps et aux émotions, ou alors être élaboré et parler à l'intelligence. Qu'est-ce que tu en dis? Pour moi, l'image, c'est une nouvelle oralité. Elle nous rend à une communication antérieure au langage écrit, et donc la première écriture c'était par l'image et non pas par l'écriture, et l'écriture quand elle est écrite elle est déjà image, la calligraphie par exemple. Alors, Toufik fait une critique mais j'arrive pas à la comprendre. Si vous êtes du genre je crois que ce que je vois, il est sans doute plus que temps de changer votre point de vue, c'est-à-dire je crois ce que je vois. La croyance en l'image. Oui, d'accord. Non, la croyance en l'image n'est pas je crois ce que je vois, mais en fait, l'émotion qui me lie à l'image me pousse à y croire et non pas à la remettre en cause, à la distance. Voilà. Et donc, je me vois dans l'image. C'est comme quand déjà, ça commence par le miroir. Je crois à mon visage dans le miroir. Ça, c'est moi. C'est de la folie d'ailleurs de ne pas y croire, c'est de la folie. Exactement. C'est Alice au Pays des Merveilles. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est toujours effrayant dans un rêve quand le visage commence à se déformer. C'est un truc de cauchemar absolu. Il a eu le frisson dans les yeux. C'est cauchemar. Quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui nous est familier, qui commence à avoir un visage qui se transforme dans un rêve, c'est horrible. Et c'est vrai qu'il y a cette idée de vouloir retrouver du visage dans l'image et retrouver du familier, de se rattacher au familier. La croyance en l'image, d'abord, était à l'origine de toutes les religions, les premières religions qui étaient traversées par la représentation. Liliane, une phrase pour répondre. Là, allez-y, encore des questions, on attend ça, on a encore 3-4 minutes ensemble. Posez toutes vos questions, celles qui sont restées, pour qu'on puisse répondre en direct et immortaliser, parce que ça sera immortalisé. Alors, Liliane, quelle place dans l'image de l'image dans la séduction? Alors, il y a un jeu, il y a toujours du jeu avec l'image. Et mon visage, dans ma civilisation, la civilisation qui m'a appris à aimer les images comme je les ai toujours aimées, c'est que le visage est une image. Et donc, quand tu te maquilles, c'est déjà une transformation de ton image originaire pour
c'est déjà un signe de séduction. Et puis, l'image, quand tu t'habilles, déjà tu changes ton image. Le corps en lui-même, le corps nu, est une image pure. Le corps vêtu, le corps maquillé, c'est une image pour la séduction, c'est une image pour bien sûr, les cheveux, etc. C'est une image pour l'autre, même si tu mets un hijab. Le hijab est parfois plus plus propice à la séduction que c'est culturel. Il y a toujours des contournements de séduction, quelle que soit la contrainte. Et donc, c'est pour ça que plusieurs images, plusieurs portraits, il faut faire tout un travail sur les portraits sur Facebook, par exemple. Ouais. Regardez comment ils sont. Ou bien, si la femme dépasse 40 ans, 50 ans, elle préfère mettre si elle ne s'accepte pas comme image corporelle et charnelle, elle met une photo des années quand elle a 30 ans. Et par exemple, la femme choisit la meilleure photo, celle qu'elle aime. Elle détruit parfois plusieurs photos quand elle en prend. Et donc, on a toujours un point de vue par rapport à l'image qui nous plaît, à l'image qui nous séduit d'abord, nous. La séduction commence par nous-mêmes, par la croyance en notre image, par la conviction par notre propre image. Et puis après, c'est cette image qu'on envoie vers l'autre. Alors ce que parfois on ne sait pas, c'est que l'autre peut avoir un autre point de vue sur... Voilà. Mais ce que tu dis, excuse-moi, mais m'évoque Tinder. Ah, oui. Tinder, vous savez, cette application de rencontre où on juge les gens à partir de leur image. Et quelque part, tout le monde, au début, s'est offusqué en disant c'est horrible, c'est le supermarché de la séduction, ça déshumanise les rapports humains. Mais en fait, comme tu dis, ceux qui mettent des images sur Tinder, bien sûr, ils pensent à la réception, mais c'est aussi de plus en plus des images qui leur plaisent à eux. Et du coup, ça en dit beaucoup sur la personnalité, plus que des mots, plus que des mots qu'ils auraient écrits. En contrôlant les mots. Quand je dois me présenter... façon de voir son image. Exactement. Voilà. Donc voilà, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. L'image a plusieurs yeux. Tac au tac. Ça, c'est la phrase à tweeter. L'image a plusieurs yeux, professeur Farid Zahi. Alors, on en a plein encore. On y va encore quelques minutes. Abdel Ghani. La posture que prennent les gens surveillés renvoie-t-elle une autre image faussée? Une phrase. Débrouille-toi. La posture que prennent les gens surveillés renvoie-t-elle une image faussée? Ceux qui ont conscience d'être surveillés, est-ce que leur image est fausse? Est-ce qu'on peut composer? C'est plus complexe que d'être faussé ou pas faussé comme image. C'est une image d'abord qui peut être régulée par la peur, par le désir de ne pas être vu. Et donc c'est une image qui n'est pas, peut-être c'est l'image la plus complexe. Elle n'est ni fausse ni vraie. Moi je rajouterais que il y a des grandes manifestations d'images où les gens par exemple font des doigts d'honneur devant les grands 4x4 pour critiquer ceux qui ont des grands 4x4, etc. Et donc on a affaire à des grandes révolutions où juste s'envoyer des images avec un hashtag permet vraiment une prise de conscience. Les différents impacts de l'image en 3D. Oh là là, en une phrase. C'est l'exercice. Tu peux être poétique, là, parce qu'avec la poésie, tu peux t'en sortir que par la poésie. On y croit parfois plus qu'autre chose. Ouais. Moi, j'ai l'impression que la grande question de la 3D, c'est la 4D, c'est-à-dire la dimension du temps. Et c'est donc un autre rapport à la temporalité qu'il faut inventer et qui, pour l'instant, pour moi, n'est pas inventé dans le 3D. Le 3D reste prisonnier d'une conception du temps 2D, quoi. Cyril, pourquoi l'homme vit dans le paraître et non dans l'être? Je répondrais parce que dans l'être, d'ailleurs, il ne naît pas, il devient, et donc tout n'est que paraître. C'est une réponse nietzschéenne. Mais la civilisation actuelle, l'ère du temps, est au paraître plus qu'à l'être. Mais en fait, il n'y a pas de paraître sans être. On peut, dans le paraître, être. Comme le style d'être, disait Merleau-Ponty. Oui, c'est une question de style de vie. Jean, trop d'images non lues. Savoir de temps en temps s'arrêter sur une image, piétiner devant, y revenir, je dirais même la creuser. Voilà.
Qu'est-ce que tu en dis de ça, de savoir digérer l'image, t'approprier l'image? Moi, je dirais plonger dedans. Plonger dedans. Quel est l'avenir de l'image ou son rapport au réel? En une phrase, quel est l'avenir de l'image et son rapport au réel? Elle commence déjà à être le réel du réel. Oui, pas mal. Moi, j'ai l'impression que l'avenir de l'image, ouais, ça va être ça va être transréel, c'est-à-dire un réel mélangé au virtuel, et donc une translucidité. On est dans une société... Comme chez les primitifs qui vivaient un moment divin dans la réalité, qui toujours transportait vers le divin alors qu'ils mangeaient ou ils faisaient la chasse. Il faut relire la catégorie du diaphane chez Aristote, hein, et le translucide. Hakim, Narcisse a plongé dans l'eau pour rejoindre sa forme, sa forme lumineuse parce qu'il sait qu'il existe en tant que lumière. Petite digression. Écoutez, là il y a trop de questions. On s'engage à répondre à l'écrit, hein, tu pourras regarder, et comme ça on répond à l'écrit. Moi je ne m'engage pas, je n'aurai pas le temps. Mais vous pouvez m'envoyer directement sur ceux qui veulent, parce qu'on a répondu quand même à énormément de choses, on ne peut pas répondre à tout, mais une question c'est toujours un désir de partager. On est heureux, mais vraiment heureux que vous nous ayez et vous ayez aussi posé des questions. Shukran lakoum, merci beaucoup à nos amis français, marocains et d'ailleurs. Merci à vous tous, c'était une joie. La vidéo existera aussi sur YouTube et pensez à la partager si ça vous a plu. Pensez à laisser des commentaires. Moi, je veillerai vraiment à faire circuler et s'il y a des commentaires qui viennent, je te les envoie quand même. Merci à toi pour ce partage. C'était un grand moment. C'est une hospitalité partagée. Hein. Ah oui, tout à fait. Je suis chez toi, à Rabat. Voilà, à Rabat, sur Internet et ici chez moi. Merci infiniment. Merci les amis pour votre participation active et faites de beaux rêves d'images. À très vite. À bientôt.